grand jury, présenté par Anaïs Bouton. Bienvenue dans ce grand jury en direct sur RTL et sur Paris Première. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Vous êtes le puissant patron du MoDem, puissant parce que vous êtes une des composantes indispensables de la majorité. Vous êtes maire de la belle ville de Pau. Vous avez gagné d'ailleurs tous les matchs ce week-end. Foot, basket, rugby. Et je vous remercie de le rappeler. C'est de votre part une preuve de goût certain. Et vous êtes haut commissaire au plan. Alors extrême droite, dette, salaire décent, Jean-Luc Mélenchon et la Palestine. Nous évoquerons évidemment toute l'actualité. Mais d'abord, c'était il y a 20 ans. On se souvient de votre claque à un enfant. Ne me fais pas les poches, lui aviez-vous dit. Un geste qui avait fait polémique, mais c'était peut-être votre façon de dire au père de famille « Laisse pas traîner ton fils ». 20 ans après, comment endiguer l'extrême violence qui semble désormais gangréner une partie de la jeunesse de France? Bienvenue dans votre grand jury, François Bayrou. Alors à mes côtés, pour vous interroger, Claire Connery du Figaro et Bonjour. Thomas Després du service Bonjour. Politique de RTL. Première question donc sur cette violence dans la société qui est une préoccupation majeure des Français. Thomas Després. Bonjour François Bayrou. Chemcheddine avait 15 ans, Zakaria avait 15 ans également, Samara 14, Philippe 22 ans. Des enfants, des ados tombés sous les coups d'une jeunesse qui semble devenir folle. Que se passe-t-il en France ces derniers jours ? C'est pas très étonnant parce que on souligne ça depuis, j'allais dire, des années, des décennies peut-être. Une perte de repères généralisée, une perte de repères dans les familles, une perte des repères précisément ressentie ou très gravement ressentie par les adolescents. Et cette perte de repères, cette incapacité à exprimer par la parole, parce que tout y contribue, les écrans, l'école, ou en tout cas les difficultés de l'école, tout contribue à, si j'ose dire, à priver de parole ces enfants et ces adolescents, et ça débouche en violence, et une violence qui devient, je crois, en raison des jeux vidéo, et je crois en raison des écrans, et je crois en raison de ce qu'on voit et découvre tous les jours, de ces scènes horribles filmées, est répandu sur les réseaux sociaux. Et tout cela tourne dans une violence devant laquelle on est désarmé. Emmanuel Macron avait parlé cette semaine. Pardon ? Emmanuel Macron avait parlé de décivilisation. Vous employez ce mot aussi ? Oui, Jean-Pierre Chevènement autrefois avait parlé de sauvageon. Tout ça, c'est la même idée. Ouais, mais ça fait donc très longtemps que ça dure. Ça fait très longtemps que ça dure, très longtemps qu'on a du mal à le comprendre. Et très longtemps qu'on a du mal à apporter des remèdes. À Pau, cette semaine, un scooter volé fonce sur un policier, le blessant, l'envoyant aux urgences, et ça aurait pu être dramatique. Et comme on réussit à identifier le conducteur, il a 13 ans, cagoulé, et évidemment... on paraît être désarmé. Et moi, je n'accepte pas l'idée qu'on le soit. François Bayrou, vendredi, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé des mesures autour de l'autorité. Mais quand on voit tous ces faits divers, les refus d'obtempérer qui font régulièrement la une des journaux, et pas plus tard que ce matin, une policière et un enfant étaient blessés dans ce cadre, est-ce que vous croyez franchement à un sursaut ? Est-ce que l'autorité, ça ne se décrète pas ? Ce que vous voulez dire et que je partage, c'est que les mots ne suffisent pas. Les affirmations verbales ne suffisent pas. Mais il faut penser au contraire une stratégie qui soit capable de répondre à cette dégradation-là. Et cette stratégie, pour moi, elle doit s'articuler sur au moins 2 principes. Le premier principe, il faut une extrême rapidité entre la sanction et le fait constaté. Et aujourd'hui, et partout, tout le monde voit et sent que on reste avec des mois d'attente et de latence pour qu'il y ait une décision et une sanction. Et ça ne peut pas aller. Et il faut donc que le Parlement, les juristes essaient de réfléchir. Plus la sanction est immédiate, plus elle a
une possibilité, ou plus elle offre une chance de toucher les adolescents en question. Parce que c'est vrai pour les adultes, mais imaginez pour les adolescents. S'il faut un an et demi entre le fait quand il a été constaté et la sanction comme elle est présentée, alors évidemment ça n'a plus aucun sens en termes chronologiques et en termes psychologiques pour l'adolescent ou l'adolescente. C'est plus souvent des garçons que des filles en question. C'est la première chose. Vous êtes donc favorable à l'atténuation de l'excuse de minorité qu'a mis sur la table le garde des Sceaux ? Ça n'a rien à voir. L'excuse de minorité, pour l'expliquer en termes simples, c'est que lorsque vous avez lorsque vous êtes très jeune, à partir de l'âge de 13 ans, la sanction que vous encourez représente la moitié de ce que une sanction normale prévue par le Code représente pour des adultes ou des jeunes adultes. Donc ça n'a rien à voir. Je suis pour qu'il y ait une réponse qui soit extrêmement rapide et presque, si possible, immédiate lorsque un fait est constaté, lorsqu'il y a un flagrant délit et lorsque des jeunes sont en question. Et deuxièmement, quelle peut être cette réponse-là ? Je ne suis pas sûr que la prison, sauf un très bref temps, soit une réponse adéquate, parce que la prison, c'est très souvent l'école des réseaux, l'école des deals, l'école... Oui, enfin, donc, quand vous avez tué quelqu'un à coup de pied, comme Philippe, ceci est tout à... Non, excusez-moi, nous ne parlions pas là des crimes. Ouais. Ce qui est un crime doit encourir une punition qui soit à la dimension de l'horreur et du drame causé. Je parlais de ces incivilités de tous les jours qu'on constate et contre lesquelles on est impuissant. Qu'est-ce qu'on fait ? On change l'élève de collège. Mais c'est pas à la hauteur. Ce que je pense nécessaire, c'est d'inventer une pédagogie différente, plus éducative, voire rééducative, et qui soit immédiatement imposée à l'adolescent et à sa famille. Des internats, par exemple ? Alors, les internats, c'est une partie de la réponse, mais un internat, si vous n'avez pas derrière l'équipe d'éducateurs, la capacité à prendre en charge les stratégies qui sont des stratégies de reprise en main, si vous n'avez pas de possibilité autre que de l'envoyer en cours comme il était la veille, ça ne changera rien. Ce qui veut dire en effet la mise au point de ce type de stratégie qui doit être, à mon sens, ne doit pas écarter la sévérité. Ça n'est pas seulement une scolarisation dans un établissement différent. C'est une scolarisation différente dans des établissements qui ont les équipes capables de prendre en charge. Et donc l'internat, c'est probablement le moyen de cette scolarisation différente. J'avais appelé ça, en ayant fait la proposition quand j'étais ministre de l'Éducation, j'avais appelé le collège hors les murs. Ouais. Un autre type de prise en charge, un autre type de réponse pédagogique et disciplinaire. Ce qui ne veut pas dire de la sauvagerie, ce qui veut dire de la reprise en main. Et combien d'adolescents ou de jeunes ont été sauvés à l'époque, par exemple par un engagement précoce au service militaire. Ils avaient choisi parce qu'ils n'avaient pas d'autre issue. Je pense que de ce point de vue-là, oui, il y a des réponses précises à inventer qui demandent de la volonté et des moyens et qui demandent de la capacité, par exemple, de changer un de ces jeunes adolescents de quartier. Y compris contre la volonté des parents ? Je suis persuadé que les parents entendraient si on disait ça. Les parents... il y a deux sortes de... Pour parler grossièrement, il y a deux sortes de rapports aux parents. Il y a des parents qui s'en fichent. Et à ce moment-là, des mesures incitatives et presque rudes, imposées, sont acceptables ou imaginables. Parce comme la que suspension des allocations familiales, par exemple ? Oui, à condition que ça ne soit pas une mesure générale. Parce qu'il y a une deuxième sorte de parents,
c'est ceux qui n'ont plus la main sur leurs enfants, qui n'ont plus d'autorité sur leurs enfants. Vous êtes une maman seule qui a des adolescents. Vous savez, il n'y a pas que dans les familles de quartier avec des difficultés sociales et culturelles que l'adolescence est un moment difficile. Hein. Tous ceux qui nous écoutent savent très bien qu'il y a des moments où on a du mal à garder le contact et à tenir l'autorité sur les adolescents. C'est même ça l'adolescence. Le propre de l'adolescence, c'est cette extrême difficulté à accepter un cadre qui était jusqu'alors le cadre de votre enfance. Et quand vous êtes dans un quartier, quand vous êtes avec la présence au pied des immeubles de très mauvais exemples, pour parler le plus légèrement possible, avec des réseaux et avec du deal, qu'est-ce que vous voulez faire ? Le Premier ministre Gabriel Attal a dit qu'il allait chercher les pères dans les cas de famille monoparentale. C'est-à-dire que finalement, mettre un enfant au monde, c'était une responsabilité et qu'il fallait redonner la responsabilité au père. Oui, la place du père, c'est très important. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Vous avez 6 enfants. Dire, par vocation, je ne veux pas dire le contraire. Par vocation et par passion. Pour moi, je pense que l'équilibre de la famille... Mais il y a beaucoup de cas où il n'y a pas de père. Ah oui. Et donc, on peut chercher la responsabilité du père quand le père est là, mais chercher la responsabilité du père quand il n'y a pas de père, quand le père a fui ou que simplement la vie a fait qu'il n'est pas là. C'est pourquoi je disais il faut des actes au moins autant que des mots. Les mots, c'est utile, mais les actes sont nécessaires et trouver des stratégies et des réponses qui puissent s'adapter à des situations qui sont toutes des situations critiques. Ça mérite de penser différemment l'action publique qu'on ne l'a fait depuis des décennies. C'est ça le problème. Oui, vous parlez depuis des décennies, on a l'impression que le politique est complètement... mais qu'il n'y arrive pas, quoi. Pas que le politique. Vous aussi, les médias, vous êtes à décrire des situations. Mais quel type de réponse avez-vous? On n'est pas élu pour trouver des réponses. Rapporté? Non, vous n'êtes pas élu, mais vous avez une responsabilité. Nous avons tous, comme citoyens, comme personnes humaines, nous avons tous une responsabilité là-dessus. On vit des temps de mutation absolument incroyables, et ces temps de mutation sont des temps de désordre dans les esprits. Si on devait décrire ce qui s'est passé dans une société comme la nôtre depuis des décennies, on décrirait quoi? On décrirait une dissolution. Les liens, les repères, tout ce qui a permis... vous connaissez cette phrase que Hillary Clinton a reprise comme titre d'un de ses livres. Il faut tout un village pour élever un enfant. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Il faut tout un quartier, il faut toute une école, il faut les familles qui sont le cadre de cette naissance et de cette évolution dans le monde. Alors, autre sujet, c'est celui de la laïcité à l'école. Claire Conneruit, au premier trimestre 2024, un tiers des atteintes à la laïcité à l'école ont lieu dans l'école élémentaire, selon un bilan de l'éducation nationale. Au pays de Samuel Paty et Dominique Bernard, 50% des enseignants reconnaissent s'être déjà autocensurés. Comment lutter contre ces attaques contre la laïcité, contre l'école de la République, au fond? Vous vous souvenez peut-être que c'est moi qui ai interdit le voile à l'école en 1994, ce qui n'est pas tout à fait hier. J'étais intéressé parce que des sociologues ont décrit, et Éric Morin en particulier, a décrit les conséquences directes qu'avait eu cette décision sur le voile à l'école, parce que c'était l'école, sur la scolarisation des jeunes filles, en disant que c'était cette décision-là qui avait déclenché l'amélioration de la scolarisation des jeunes filles. Est-ce qu'on est dans un moment particulièrement difficile? Je crois que oui. Gabriel Attal a parlé d'un entrisme islamiste. Est-ce que vous reprendriez ces mots-là pour décrire la situation dont nous parlons? Bon,
si je peux, je n'essaierai pas de focaliser sur l'islam ce qui est en train de se passer. C'est essentiellement des jeunes musulmans ou des jeunes musulmanes qui vivent avec le sentiment qu'elles sont dans une société qu'ils ou elles sont, mais c'est vrai particulièrement pour les filles à cause du voile. Nous avions une réunion à Pau avec quelques dizaines de jeunes sur les sujets de l'engagement. Et cette question est revenue extrêmement fort. Pourquoi on ne nous autorise pas à faire du sport, nous les filles, avec notre voile, qui est pour nous, c'est leur mot, un signe d'identité. Et donc, je pense que cette question doit être reprise avec plus de gravité qu'elle ne l'a été depuis des années. Oui, mais c'est quand même en France que 2 professeurs ont été décapités. Il y a bien un problème quand même avec l'islamisme, pas avec l'islam. C'est tout à fait nécessaire de faire la différence. Et en même temps, je pense qu'il faut que l'école reprenne cette responsabilité. Je pense qu'on n'explique pas assez. On doit en faire un thème de transmission en disant que chez nous, c'est pas la religion qui fait la loi. Chez nous, pour vivre ensemble... La dernière fois qu'on a fait ça, il y a un professeur qui a été décapité. C'était tout l'enseignement de ce professeur. En aucune manière. Pardonnez-moi de vous dire, c'est un amalgame. C'est parce qu'il avait montré les caricatures. Voilà, mais ça n'est pas la même chose. Bah, c'est toutes nos valeurs. Je pense que ce que nous appelons les cours d'éducation civique, ou qu'on devrait porter comme programme d'éducation civique, la laïcité expliquée dans sa raison profonde, et qui n'est pas souvent bien expliquée, qui est que, chez nous, la loi protège la foi, protège la conviction religieuse, protège les convictions philosophiques, la foi donc et l'absence de foi. Que nous avons choisi de construire une société où toutes les convictions auraient leur place. Et que pour que toutes les convictions auraient leur place, il faut qu'aucune de ces convictions ne fasse la loi. Je trouve que ce principe-là, il mériterait d'être à l'école repris, expliqué, en dehors des crises et des drames. On le fait généralement quand il y a des crises et des drames. Et on fait une communication sur ces sujets. Je pense qu'il faut en faire, si j'ose dire, le premier chapitre des cours d'éducation civique. Quand on vous écoute, François Bayrou, on ne comprend pas pourquoi vous avez refusé d'être à nouveau ministre de l'Éducation nationale. Ça vous avait été proposé ? Non. Il faut que vous fassiez la revue des choses. Non. Si on me l'avait proposé, je l'aurais accepté. Il y a eu des discussions poussées avec Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Vous avez dit que vous n'y rejoindrez pas le gouvernement sur un fond de désaccord politique. Mais parce que... Est-ce que le problème ne méritait pas d'y aller quand même? Si ça m'avait été proposé, j'aurais dit oui. Ah, ça vous a pas été proposé? Non. Pardon, on croyait. C'est ce que nous avions tous compris. Oui, mais peut-être parce que vous écoutez pas bien. Donc, on n'écoute pas la radio. Nécessaire. Alors, tout ceci est totalement anecdotique. Ma situation est claire. Je suis là pour aider ceux qui ont la responsabilité. Justement. Je suis là pour aider le président de la République et le gouvernement. Mais j'avais dit que j'étais disponible pour 2 responsabilités parce qu'elles me paraissaient aujourd'hui dans un état particulièrement critique. La première, c'était l'éducation nationale. Et la deuxième, c'était... L'aménagement du territoire. Pas seulement. La rupture qui existe en France entre la base de la société et ceux qui se présentent ou croient être le sommet. Vous n'avez pas envie de parler d'élite, hein? Et donc, pardon? Vous dites pas élite? Non, je ne dis pas élite. Pourquoi? Parce que élite, pour moi, ça a un sens moral, intellectuel, spirituel. Élite, c'est être au-dessus. Et je ne crois pas que les pouvoirs soient des élites. Je le regrette.
Je voudrais que les pouvoirs fussent élites, mais je constate qu'ils ne le sont pas toujours. Donc alors comment vous dites, entre la base et ceux qui gouvernent? Je dis, voilà, ceux qui gouvernent et le sommet, les pouvoirs, ou les prétendus pouvoirs, parce que je ne suis pas sûr que le pouvoir ait beaucoup de pouvoir. Et c'est un des problèmes aussi de la société dans laquelle nous vivons. Et est-ce que c'est ce qui explique la défiance des Français, la défiance inouïe des Français à l'égard du politique? Alors, on parlait tout à l'heure de dissolution. Il y a plusieurs dissolutions. La première des dissolutions, c'est celle que vous évoquez entre la base et les responsables de la société, notamment politique et administrative. Ça, c'est un lien qui est, hélas, aujourd'hui extraordinairement fragilisé. Mais il y a aussi dissolution des liens entre les Français, entre eux, à la base. L'archipélisation. Oui, c'est un joli mot, et qui dit des choses tout à fait essentielles. Mais ce qui était le patrimoine commun, c'était aussi un patrimoine culturel. C'était un patrimoine de conviction religieuse ou philosophique. Et c'était aussi un patrimoine culturel, ce qu'on avait appris à l'école. J'ai raconté dans un livre il y a très longtemps que dans notre village, quand on jouait à la belote, on distribuait les cartes et puis le premier joueur, et il disait « Rodrigue, as-tu du cœur ?» en posant sa carte sur la table. Qu'est-ce que c'était, Rodrigue, as-tu du cœur? Tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. C'était le Cid. Eh oui. Et on avait appris à l'école. Et ça n'était pas des gens qui étaient allés au lycée ni au collège, c'était des gens qui avaient le certificat d'études. Et ce patrimoine culturel partagé, il s'est aujourd'hui dissous lui aussi. Alors, c'est pas seulement en France. Tous les pays, je crois, sans exception, en tout cas occidentaux, sous l'irruption des messages audiovisuels qui sont infiniment plus puissants, des écrans qui sont infiniment plus puissants que les livres. Tout ça s'est dissous. Et tout ceci est à reconstruire. Si nous ne comprenons pas que une des raisons, une des vocations, une des missions des responsables politiques, c'est de fournir à leurs concitoyens des raisons de vivre. Pas seulement des diplômes ou des semi-diplômes ou des simili-diplômes quelquefois, mais de leur fournir des raisons de vivre et de vivre ensemble. Et c'est pourquoi ce patrimoine... on parle de la même chose. Excusez-moi. Déjà, Jacques Chirac avait diagnostiqué la fracture sociale. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 30 ans pour la résoudre? Pas assez. Mais pourquoi? Parce que dans les grands temps de mutation, quand les grands principes politiques sont renversés, quand les grands principes culturels et sociaux sont renversés, dans ces temps de mutation, il faut chaque fois inventer une nouvelle démarche, qui soit une démarche de responsabilité, de pouvoir, et je dis moi démocratique. Parce que vous voyez bien ce qui est en train de se passer sur la planète. On va y revenir pour parler d'Europe et de politique étrangère. Mais il y a une chose qui est frappante. C'est qu'il y a 20 ans, on avait le sentiment que l'élan des démocraties était irrésistible. Au moment de la chute du mur de Berlin, tout le monde a pensé que les démocraties allaient devenir le régime le plus commun sur la planète, qu'elles allaient remporter ce combat-là. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que les démocraties sur la planète, écoutez bien, sont devenues minoritaires. Et que même à l'intérieur des pays qui se croient des démocraties, ou qui prétendent l'être, la démocratie au sens qui me paraît vital, c'est-à-dire l'adhésion des citoyens aux idéaux de la société et aux décisions qui sont prises, ou en tout cas aux méthodes de décision qui sont prises. Et je me bats un peu seul, c'est vrai, souvent, sur cette idée que les décisions ne doivent pas être prises dans un sommet isolé et solitaire, mais qu'il faut partager avec les citoyens
les raisons de ces décisions comme s'ils étaient co-décideurs. J'ai pris un exemple qui a été pour moi un crève-cœur. C'est la réforme des retraites. Nous avions réussi à établir, avec le commissariat au plan que vous évoquiez, les vrais chiffres du financement des systèmes de retraite. Vous vous souvenez qu'il y avait un débat, le Conseil d'orientation des retraites disait que c'était équilibré. Équilibré, voire Et même, excédentaire. j'adore que cette phrase, mais que vous citez exactement, entre guillemets, et même excédentaire. C'était une fumisterie. Pourquoi ? Parce que il n'y avait d'équilibre comptable. C'est vrai qu'il y avait un équilibre comptable, que parce que l'État apportait tous les ans entre 30 et 40 milliards d'argent public. Et c'est un argent public qu'on n'a pas, donc on doit emprunter tous les ans pour assurer l'équilibre du système de retraite. On avait établi ces chiffres-là. Et puis, mon espoir, c'était que dans les 3 ou 4 mois de réflexion, on utilise ces chiffres qu'on adresse à chaque famille française et traduite en termes de tous les jours ce que ça signifiait. C'est-à-dire que les pensions des retraités, elles étaient payées par les générations à venir. Est-ce qu'on peut imaginer plus immoral que ça ? J'étais persuadé qu'on pouvait faire ça. Puis c'est pas la stratégie qui a été choisie. Et pour moi, c'est une occasion manquée extraordinaire. Parce que là, nous avons vu ce que la démocratie aurait pu être. J'étais même partisan. Allez, on en reparle tout à l'heure. Un peu Don Quichotte. Et... Moi, j'étais partisan de faire un référendum sur ce sujet. Oula, audacieux. Allez, on reparle de tout à l'heure des 100 jours de Gabriel Attal, des impôts et de l'Europe. À tout de suite, après une petite pause sur RTL. Suite du grand jury, présenté par Anaïs Bouton. Et avec nous ce matin, merci François Bayrou. Vous êtes donc patron du Modem, maire de la belle ville de Pau et haut-commissaire au plan. Et Claire, vous aviez une question sur les 100 jours. Alors on ne parle pas de Napoléon, Claire. Non, on parle de Gabriel Attal qui fait face donc, on le disait, à une crise de l'autorité, qui a fait face à une crise agricole, à une dégradation brutale des comptes publics. François Bayrou, au bout de ces 100 jours à Matignon, quelle note vous lui mettez à Gabriel Attal, vous qui avez été professeur ? Je ne note pas, je soutiens. Et en chiffres, c'est la moyenne ? Absolument pas la même démarche. Et vous voyez, c'est une démarche... l'idée que on serait des observateurs qui noterions, donnerions des signes plus et des signes moins, c'est absolument pas la mienne. Le Premier ministre, le gouvernement, encore davantage le Président de la République, sont en fonction. Ils y sont parce que les Français ont choisi une démarche et notre travail, responsabilité, quand vous êtes à la tête d'une formation politique, c'est d'apporter du soutien. Après, si vous avez des remarques à faire, vous les faites en privé. Et c'est là, me semble-t-il, l'équilibre nécessaire. La tâche des gouvernants n'est pas facile. Vous avez décrit, vous décrivez à l'envi ce que représente la difficulté des temps. Aidons-les plutôt que de les critiquer. Parmi les difficultés, il y a la dette. 154 milliards d'euros de dette, 5,5% du PIB. Comment se fait-il qu'il y ait eu un tel dérapage ? 154 milliards cette année. Oui. Qui atteignent les 3000 milliards de dettes. Alors vous, si j'ose dire, vous adressez à un expert, hein, parce que j'ai choisi, il y a des années, de mettre la question de la dette au centre de la réflexion et même d'une campagne électorale présidentielle en 2007. Pourquoi ? Parce que je vais essayer de préciser une idée stratégique. En fait, il y a deux sortes de dettes. Il y a une dette qui est une dette absolument normale et morale. C'est la dette qu'on contracte pour faire des investissements. Quand vous construisez un hôpital, vous construisez l'hôpital pour 50 ans. Quand vous construisez une université, c'est à peu près la même durée. Il est donc normal de partager la charge de ces investissements avec les générations qui viennent.
Mais ça n'est pas ce qu'on a fait en France. Et ce qu'on a fait depuis des décennies. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est, depuis les années 75, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est servi de la dette qu'on a empruntée pour les dépenses de fonctionnement, les dépenses de tous les jours. Et je donnais comme illustration, il y a une minute avec vous, le fait qu'on emprunte pour payer les pensions de retraite. Ce qui est dingue. Et la même chose pour la Sécu, dans une moindre mesure, mais les dépenses de santé, les feuilles de santé sont en partie payées, non pas par la génération actuelle, comme ça devrait être normal, mais par les générations qui viennent. On met ça sur leur compte. Mais alors qu'est-ce qu'on va faire? Les enfants que nous mettons au monde, pas assez nombreux. D'ailleurs, l'un explique l'autre. Hein. Ces enfants-là, on leur laisse une charge de dette qu'ils devront d'une manière ou d'une autre assumer. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit augmenter les pas impôts? Normal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Augmenter les impôts? Non, j'essaie de ne pas m'exprimer de manière simpliste. Nous avons, et le président de la République a raison de le dire, et il est un des seuls à le dire, la première démarche, c'est d'augmenter le nombre de gens au travail, et le nombre d'entreprises qui produisent, et le nombre de... Parce que si nous avions, comme tout le monde le dit, le même taux d'emploi que l'Allemagne, par exemple, on n'aurait pas ce genre de difficultés. Donc, tourner la société vers la création, la créativité, la recherche, l'invention, l'édification de nouvelles entreprises, ça c'est la première des choses à faire. La deuxième des choses à faire, à mon sens, c'est un plan de retour à l'équilibre des finances publiques sur, mettons, 10 ans. Quand Bruno Parce qu'on ne peut pas passer sa vie à faire des allers et retours. Mais ça, c'est comme sur la violence. Hein. Ça fait 25-30 ans qu'on entend ce discours, François Bayrou. Non, ce discours n'a jamais été entendu. Parce qu'autrement, on l'aurait fait. Vous vous souviendrez peut-être que j'avais proposé dans cette élection présidentielle que nous évoquons qu'on fasse un plan de retour à l'équilibre comme ça. J'avais même dit qu'on pouvait le soumettre au référendum. Pour que ce soit un engagement de la nation profond, sérieux, grave, et pas des basculements. Alors, nous venons de vivre 2 épisodes qui sont... Parce que le début du quinquennat d'Emmanuel Macron avait été dans la ligne d'un plan de retour à l'équilibre. Et puis on a eu le Covid... Et on ne pouvait pas faire autrement que ce qui a été fait, c'est-à-dire soutenir de toutes les manières les entreprises et les emplois pour que la société ne s'effondre pas. Et puis on a eu la guerre en Ukraine avec ses conséquences dont nous allons... Oui, mais on est dans les derniers en Europe. Hein? Tous les autres pays de l'Union européenne ont eu les mêmes, ont fait face aux mêmes épreuves et nous avons pris l'habitude d'être addict. Mais qu'est-ce qui s'est passé là dans les dérapages des comptes publics? Il y a eu un déni de réalité au sein de l'exécutif? Oui, il y a eu l'idée que c'était plus facile d'emprunter que de construire un équilibre, que c'était plus populaire. Vous savez, il y a des formations politiques qui s'expriment avec beaucoup de sévérité contre le gouvernement sur ces affaires de finances publiques, plutôt à droite. Beaucoup de sévérité. Mais j'ai eu la curiosité de regarder les propositions que dans le débat budgétaire, ces formations politiques avaient faites. Et qu'est-ce que c'était les propositions? C'était 120 milliards de dépenses de plus. 120 milliards de dépenses de plus. Parce que, évidemment, c'est une attitude plus facile à assumer que d'exiger des dépenses supplémentaires. Dans ce plan de retour à l'équilibre, je demande une chose, mais je ne suis pas sûr que ça soit entendu de tout le monde. Alors ça sera quoi le commissariat au plan alors? Non, le commissariat au plan ne décide pas. Non, il propose. Il propose. Et donc, par exemple, je suis très content des décisions européennes qui ont été prises sur un plan de relance et de soutien de 700 milliards. Parce que ça, c'est exactement le type de démarche ou de stratégie que je crois juste. Mais je demande qu'on fasse attention à une chose. Les collectivités locales sont
en France l'institution, l'entité qui investit. Vous craignez qu'il y ait une tentative de la part d'exécutifs de vouloir aller prendre dans les collectivités locales ? J'entends ici ou là. Or, il y a une chose. Du côté de Bercy ou du côté de. Il y a une chose que on n'a pas en tête, que seuls les pauvres mères qui tous les jours s'affrontent à ces difficultés ont en tête, c'est que l'investissement est directement dépendant des excédents que vous pouvez trouver dans le fonctionnement. Donc vous dites à Bruno Le Maire, pas touche aux collectivités locales. Je dis à Bruno Le Maire, si nous voulons sauvegarder l'investissement, faites attention au fonctionnement des collectivités locales, parce que c'est les économies que vous faites sur le fonctionnement qui vous permettent d'emprunter pour investir. Oui, mais alors là on ne comprend pas. Parce que s'il ne faut pas toucher aux collectivités locales et si la question de l'augmentation des impôts est simpliste, on ne sait pas où vous allez trouver de quoi rembourser la dette. Eh bien, peut-être vous n'avez pas écouté jusqu'au bout. Je pense qu'il est nécessaire de programmer dans le temps un retour à l'équilibre fondé en particulier, comme le président de la République le dit, sur l'augmentation de l'activité et la multiplication des emplois. Thomas, une question sur l'Europe. Vous brûlez les lèvres. Une question est sur les élections européennes. Valérie Ayé, la candidate de la majorité présidentielle que vous soutenez aujourd'hui, ne cesse de baisser dans les sondages. Elle est maintenant talonnée par Raphaël Glucksmann, loin derrière Jordan Bardella. Qu'est-ce qu'il arrive à votre candidate? Qu'est-ce qu'il arrive au camp présidentiel dans cette campagne? Oui, alors d'abord, la présentation que vous venez de faire est une présentation pour le moins simpliste, parce que c'est pas vrai ce que vous dites. Sur les courbes, elle descend. Non, oui, si vous prolongez les courbes jusque dans 100 ans, oui. Mais ça n'est pas seulement la question. Il me semble que cette élection-là, dont tout le monde dit l'importance, et l'importance historique et l'importance séculaire, cette élection-là, on n'a pas encore pris la mesure de ce que l'Union européenne était en danger. L'Union européenne, parce que Poutine a déclenché un mouvement qui s'étend sur toute la planète, qui est un mouvement qu'il faut nommer par son nom, c'est-à-dire le retour au temps où c'est la violence qui fait la loi. Le retour au temps où c'est l'assaut, les canons, les obus, les bombes, les drones, qui, tout d'un coup, changent l'ordre du monde. On est sorti du temps dans lequel il y avait une loi internationale. Par exemple, on ne touche pas aux frontières. C'était une loi qui a duré jusqu'en 2022. On ne touchait pas aux frontières. Et notamment les grands pays ne touchaient pas aux frontières. Et puis là, tout d'un coup, on est entré dans un temps qui a basculé du côté de la violence. Et vous ne trompez pas, c'est le même mouvement. Ce qui s'est passé en Ukraine, ce que la Chine fait entendre comme menace à l'égard de Taïwan, ce qui s'est passé le 7 octobre, lançant ce drame épouvantable entre Israël, Gaza, la Palestine, c'est le même mouvement. Mais vous dites nous n'avons pas pris conscience, votre camp non plus n'a pas pris conscience? Si, je pense que précisément le président de la République a pris conscience. Et c'est ce qu'il dit et répète, mais il me semble que l'opinion publique française, peut-être même européenne, n'a pas pris conscience de cela. Mais on croit qu'il n'y a que les menaces militaires, c'est pas vrai. Les menaces, ou en tout cas les menaces ou les pressions commerciales de la Chine, les menaces d'intégrisme religieux. Oui, d'accord, mais alors comment vous expliquez qu'à 49 jours du scrutin, il n'y ait ni liste ni programme? Mais il y a aucun des camps n'a présenté ses listes. Aucun. La France Insoumise a présenté sa liste. La France Insoumise a présenté sa liste. Jordan Bardella a présenté liste et programme. Pas du tout. Bardella enfin bref, on ne va pas commenter les uns et les autres, mais je vous encourage à vérifier, c'est pas vrai. Je viens de lire ce matin dans le journal que les 3 ou 4 grandes formations politiques annonçaient les réunions qui vont présenter leur liste. Donc ça arrive. Forcément. Et vous allez être en soutien de la liste, comme le demande le président?
vous, Édouard Philippe, en position non éligible? J'ai dit une chose très simple. Si on a besoin de moi, je serai là. Ils ont besoin en étant de vous. candidat. Je vous l'ai dit, je suis en étant candidat à la fin de la liste. Donc vous y serez, c'est sûr. Donc si on me le demande, mais peut-être que ça ne sera pas le cas, mais je ne mesure pas mon soutien, je ne fais pas semblant. Je pense que ce qui se joue est essentiel. Mais je vais encore plus loin dans la description de ces menaces-là. Il y a d'autres menaces. Et Dieu sait que je suis reconnaissant aux États-Unis de ce qu'ils ont fait dans l'histoire pour nous. Mais aujourd'hui, la puissance américaine, déployée à partir de déficits budgétaires qui sont encore beaucoup plus importants que les nôtres. Nous, vous avez dit, on est à 5. Actuellement, aux États-Unis, c'est 6. Et l'Institut économique, qui dépend du Congrès, le bureau d'études qui dépend du Congrès américain, prévoit 8% sur 10 ans. Pourquoi ? Parce que les États-Unis se sont lancés dans une stratégie qui est extrêmement puissante. L'État américain qui soutient la consommation américaine, la réindustrialisation américaine et les très grandes entreprises qui sont liées aux États-Unis, les GAFAM qui appartiennent aux mêmes sociétés culturelles, au même ensemble culturel, font tout pour mettre la main sur toutes les technologies, toute la recherche, tous les réseaux. Je pense au cloud, par exemple. Et l'Europe est très molle. Et l'Europe est insuffisante pour, j'allais dire un mot plus méchant, mais c'est pas... Allez-y. Non, je ne veux pas l'employer. L'Europe n'a pas pris conscience de ça, ou en tout cas fait comme si elle ne prenait pas conscience de ça. Mario Draghi a fait un discours cette semaine qui va tout à fait dans le sens de ce que je dis là. Je dis, il y a des moments où il faut regarder le monde. On ne peut pas couper l'investissement. Il faut le soutenir. On ne peut pas couper dans ce qui fait la vitalité de nos sociétés, de nos entreprises. Il faut les soutenir. Il faut réhabiliter cet effort qui est de reprendre le contrôle des technologies qui, pour l'instant, peu à peu, nous sont enlevées. Par exemple, la Chine fait un dumping incroyable sur les moteurs électriques. Et tous ceux qui sont dans ces industries-là savent que on vend des moteurs beaucoup moins chers que probablement ils ne coûtent à fabriquer. Si on ne se rend pas compte de ça, si on ne mesure pas, et moi je demande aux députés européens qui seront élus, il y en a quelques-uns dans cette salle, je leur demande de faire attention à cet engagement-là. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il soit élu en prenant l'engagement de soutenir l'activité du pays, mais si parce qu'on va perdre la guerre. Si l'enjeu est si important, comment se fait-il que votre candidate soit à ce point-là dans les choux ? Non, d'abord, elle n'est pas dans les choux. Elle va se faire dépasser par Raphaël Glucksmann potentiellement. Non, mais attendez, que vous teniez à accréditer cette idée, c'est possible. C'est-à-dire que Jordan Bardella est à 30-32% dans les sondages. Oui, mais on parle... vous voyez, oui, ça n'est pas la même chose. Bon, alors je ne parle pas de Glucksmann, je parle de Bardella. Et moi, je ne crois pas ça. Je crois, et je croirai jusqu'à la dernière seconde, qu'on peut faire entendre raison, entendre le tocsin, entendre l'alarme, entendre l'urgence d'un ensemble européen qui est en train d'être menacé dans son indépendance et dans son existence même. Et si vous ne vous rendez pas compte que la France, puisque ce sont des électeurs français qui vont voter, mais la France, elle est absolument dépendante. Toute seule, elle ne peut pas. Et tous ceux, alors vous avez cité des noms, qui prétendent qu'on peut faire tout seul et qu'au fond, on n'a pas besoin de l'Europe, sont des menteurs. Là, vous parlez de Jordan Bardella. Oui, Jordan Bardella est un menteur. Entre autres. C'est vrai aussi pour LFI. Tous ceux dont la thèse est séparons-nous de cette Europe et allons faire, nous, ce qui nous paraît bon, et on se tirera tout seul des pièges qui nous sont tendus, sont des menteurs, pour ne pas dire des escrocs.
il présente à l'opinion publique une vision de l'avenir qui est purement et simplement insoutenable. Vous croyez que... Mais est-ce que votre camp, le camp présidentiel auquel vous appartenez, ne tient pas une responsabilité dans la montée de ces partis-là ? Vous qui entretenez, Emmanuel Macron, qui entretient constamment le duel entre Renaissance et le RN, est-ce que vous n'êtes pas en quelque sorte responsable du renforcement du parti de Marine Le Pen et du score que fait Jordan Bardella aujourd'hui? Comme vous savez, il m'arrive d'avoir des différences, non pas avec le président de la République, mais avec tel ou tel de ses soutiens. J'ai jamais été partisan de braquer les projecteurs sur le Front National ou sur le Rassemblement National. Jamais. Précisément pour cette raison ? Pourquoi ? Parce que vous lui rendez un service formidable. Si chaque fois que vous faites un discours, vous prenez la parole pour dire attention, le Front National, l'extrême droite, ils ne se sont pas comportés au Parlement européen comme... C'est ce qui s'est passé au meeting de Lille, le premier meeting de Valérie Ayé. Je l'avais oublié, vous voyez, c'est vous qui me le rappelez. Et donc si vous faites d'eux le sujet unique de la campagne électorale, vous leur rendez un service extraordinaire. Moi, j'adorerais que tous les matins, tous les partis politiques disent François Bayrou, quand même, c'est un risque de... Si on ne parlait que de nous, chaque fois que vous parlez de quelqu'un, vous en faites une vedette. Et il devient donc l'opposant universel. Et moi, je plaide pour l'autre approche. Alors, les deux peuvent aller ensemble. Il faut aussi que dans la campagne, il y ait un peu de muscle et de critique. Mais je plaide pour l'autre approche. Ce que nous sommes sur le point de vivre est un risque comme nous n'en avons pas vécu depuis 3/4 de siècle. Ce qui nous menace, nous ne pouvons le conjurer qu'ensemble. Et encore. Ça, c'est des mots. Les populistes, ils sont en tête dans des sondages dans presque pays d'Europe, François Bayrou. Excusez-moi, c'est pas parce que les peuples se trompent que vous êtes obligés d'aller dans leur sens. Nous avons vécu, tous ceux qui aiment l'histoire, n'ont qu'à relire les livres d'histoire sur les années qui, en Grande-Bretagne, ont précédé la guerre. Il y avait un type tout seul, que personne ne voulait suivre, qui s'appelait Winston Churchill, qui disait « Mais regardez, Hitler arrive. S'il vous plaît, il faut que nous ayons des politiques de réarmement. » Et tout le monde lui riait au nez. Et il a perdu les élections. Et le Premier ministre qui les a gagnées sur une politique pacifiste a un jour eu avec Churchill, devant la Chambre des communes, une confrontation dramatique. Et on lui a dit « Mais pourquoi vous avez choisi de désarmer la Grande-Bretagne ?» Et il a dit « Écoutez bien, parce que j'étais le chef d'un grand parti, les élections arrivaient, l'opinion publique était presque unanimement pacifiste, et je ne vois pas quelle politique aurait pris une attitude différente de la mienne. » Eh bien, c'est la grande différence entre les politiques et les hommes d'État. Les hommes d'État, quand vous leur opposez des arguments comme ça, et que vous leur dites « mais l'opinion publique partout est en train de tourner dans un autre sens, pourquoi est-ce que vous vous obstinez à avoir une approche différente ?» Les hommes d'État vous disent « parce que c'est la vérité que je défends ». Et je ne laisserai pas une seconde prospérer l'idée qu'on pourrait trouver des accommodements avec la vérité. Les menaces qui sont devant nous, elles n'ont jamais été telles depuis 3/4 de siècle. Chamberlain, Daladier, 38, Munich, ça c'est une petite musique qu'on entend souvent. C'est pas une musique. C'est pas une musique, c'est la vérité. Et celui qui était le porte-parole du courant politique, qui est le mien, dont je suis le responsable aujourd'hui, il a été le seul à s'opposer aux accords de Munich. Et en s'opposant aux accords de Munich, il avait un éditorial le jour des accords de Munich, qui finissait par cette phrase, écoutez bien parce qu'elle peut être utile. Et elle va clore l'émission. Et il disait, quand il s'agit de dire non, le meilleur moment, c'est le premier. Eh bien, cette phrase-là, elle devrait être dans l'esprit de tous les responsables politiques. Ou bien ils pensent qu'il n'y a pas de menace. Alors on peut jouer. Alors on peut faire semblant.
On peut refuser, par exemple, de voter le texte européen sur l'immigration, pour la régulation de l'immigration. Monsieur Glucksmann, que vous citiez, il a refusé de voter ce texte. Vous croyez qu'il n'y a pas un problème grave? Ma conviction profonde, c'est que la dimension des enjeux est telle qu'il n'y a qu'une attitude possible, faire front, avancer, convaincre, et que c'est ainsi que nous serons à la dimension ou à la hauteur de la responsabilité que nous prétendons exercer, et aussi, parce que ça compte beaucoup, de l'histoire. Merci beaucoup François Bayrou d'être venu dans le studio du grand jury RTL M6 Paris Première. Merci à tous les deux et bon dimanche sur RTL.